Bienvenue à ce webinaire qui a comme sujet le traitement du syndrome des facettes articulaires par injection de plasma riche en plaquettes. Aujourd'hui, nous accueillons le radiologue interventionnel Jean-Marc Bondeville du Centre d'imagerie IRM Scanner Le Havre qui va nous partager son expérience au sujet des injections de PRP dans cette indication-là. Donc, sans plus attendre, je vais laisser la main au docteur Bondeville et à sa présentation. Je vous remercie. Je vais vous commencer tout de suite. Je remercie l'équipe d'Artrex de m'inviter à partager mon expérience sur les PRP, sur le rachis et plus particulièrement sur les syndromes facétaires. Vous avez déjà tous entendu parler des facteurs plaquettaires. L'utilisation est maintenant largement répandue dans différents milieux et spécialités. Je parle des milieux ostéo-articulaires. Et vous savez que les effets du PRP sont essentiellement liés aux facteurs de croissance. Les facteurs de croissance, il y en a énormément. Ils ont été étudiés par les biologistes dans toute la littérature depuis déjà plus de 15 ans. Et on ne va pas tous les détailler. Sachez que quand on résume un peu ces facteurs, on s'aperçoit qu'ils agissent presque tous sur le tissu conjonctif. Et le tissu conjonctif, ça nous intéresse beaucoup au niveau du rachis, puisque un rachis, c'est de l'os, mais c'est aussi un disque, des articulations, des ligaments, des muscles et des fascias. Au sujet des effets physiologiques des facteurs de croissance, pour les résumer, je vous expliquais qu'ils étaient effectivement tous concentrés et tout à fait indiqués pour les pathologies rachidiennes, puisque le rachis, à part le squelette, c'est des disques, des articulations, des ligaments et des muscles et des fascias autour des racines nerveuses. Donc c'est une excellente cible pour les facteurs plaquettaires et surtout, ça se pose en alternative aux glucocorticoïdes qu'on utilise depuis déjà plus de 50 ans. Pourquoi ? Parce que ça pourrait permettre d'éviter les effets secondaires et puis diminuer les complications. Alors, les PRP dans le rachis, c'est pas tout récent, puisque les premiers essais, c'était déjà 2011. Après, il y avait des études en double aveugle qui s'effectuaient en 2013 pour les principales. Et aujourd'hui, vous voyez qu'en 2016, on disait que c'était finalement une thérapeutique qui pouvait devenir maintenant de routine pour le traitement du rachis. Et puis ça a continué, même au niveau chirurgical. On a dit c'est une alternative tout à fait intéressante. Cette diffusion est progressive et continue, mais elle entraîne toujours de nombreuses discussions. Et quand on regarde des articles de 2020, par exemple, sur le traitement dans la pathologie des lombalgies chroniques, eh bien, on dit que c'est toujours difficile d'évaluer précisément l'effet des facteurs plaquettaires. Pourquoi ? Parce que d'abord, il y avait le problème de la nature elle-même des PRP, et puis ensuite la solidité, la robustesse des études, parce que les études cas témoins n'étaient pas bonnes, les cohortes étaient faibles, le suivi n'était pas bon. Donc ça entraîne toujours de nombreuses discussions. Pour faire simple, il y a eu des études assez, pour même simplistes, comme celle de Kirchner et d'Anuita, vous voyez, qui était en 2016, où là, ils ont dit, regardez, si on met des PRP à la fois dans le disque, dans les articulaires postérieurs, et puis également en espace épidural, le tout en un coup, eh bien, regardez, sur quelques mois, les gens voient leur douleur diminuer considérablement. Bon, ça, c'est un peu le coup de marteau, mais enfin bon, c'était fait en un coup pour dire les facteurs plaquettaires ont un effet biologique et un effet sur les symptômes cliniques. Alors après, quand on veut être un peu plus sérieux et, montrer une efficacité réelle, il faut prendre les méta-analyses. Et les méta-analyses, il y en a eu pas mal. Elles sont toujours complexes, elles sont toujours pertinentes, mais toujours très critiques, puisqu'elles dissèquent toutes les études. Une des dernières méta-analyses, en 2018, avait pris 720 articles d'emblée. Dessus, il y avait 270 articles retenus, c'est pas grand-chose. Et à la fin, il n'en restait que 26 exploitables, c'est-à-dire très peu. Très peu parce qu'ils ne répondaient pas aux critères statistiques nécessaires aux méta-analyses. Alors cette dernière méta-analyse, enfin cette récente méta-analyse avait montré quand même un niveau, niveau 3 d'efficacité des PRP dans les disques, ce qui est assez satisfaisant parce que c'est tout à fait comparable à la cortisone, voire c'est plutôt un peu meilleur. Un niveau 4 seulement pour les autres gestes, infiltration épidurale, les gestes facétaires ou l'infiltration ligamentaire. Mais il faut bien dire aussi qu'il y avait très peu d'études qui restaient et elles étaient quand même très pauvres et on en retirait plein et on ne pouvait pas statuer de façon très forte encore pour donner un niveau efficace.
dans cette méta-analyse, il avait été retenu une étude très intéressante, spécifique sur les infiltrations zygapophysaires en 2017 par une équipe chinoise, hein, CU. Il avait commencé en 2016, il avait infiltré les articulaires postérieurs avec des facteurs plaquettaires, il avait trouvé que ça marchait bien. Et en 2017, il avait lancé une étude qui était plus intéressante puisqu'il avait comparé un groupe qui était infiltré par des glucocorticoïdes et un groupe avec des facteurs plaquettaires avec un tirage au sort. Ce groupe était en plus pour, comment dirais-je, le filtre clinique qui avait été très bien fait, parce que le syndrome fasciaire, c'est compliqué, c'est qu'il faisait un bloc anesthésique au départ, et si les gens avaient une sédation de la douleur, on estimait que le syndrome fasciaire était prouvé. Et c'est seulement après qu'il y avait un tirage au sort entre les deux groupes, et le résultat était que, vous le voyez sur ce tableau qui résume un peu l'expérience que la plupart des gens qui font des infiltrations articulaires, c'est que la cortisone marche mieux, plus fort, plus vite, mais s'épuise ensuite dans le temps, alors que les facteurs plaquettaires marchent plus lentement, moins fort, de façon moins spectaculaire, mais de façon plus durable. Donc cette étude-là est un bon résumé, même si elle n'est pas encore parfaite sur le plan, enfin, si elle n'a pas été encore, comment dirais-je, confirmée par de nombreuses autres études. Alors techniquement, c'était sous fluoroscopie, c'est-à-dire que c'était donc sous radioscopie que l'on faisait l'infiltration. Un mot très intéressant, c'était que l'arthrographie était faite avec de toutes petites quantités de produits de contraste pour ne pas exploser la cavité articulaire, parce qu'une articulation zygapophysaire lombaire, c'est petit. Et puis, on mettait 0,5 ml seulement de PRP dans l'articulaire, donc on ne faisait pas éclater l'articulation, on déposait du facteur plaquettaire. C'est à ce titre-là que cette étude est particulièrement intéressante. Alors donc, je vous en parlais tout à l'heure, la iatrogénie des corticoïdes, elle pose problème. Il y a des problèmes infectieux, vous le savez. Les patients diabétiques sont de plus en plus fréquents. Les patients opérés, c'est également un autre problème fréquent. Il est difficile d'aller mettre un corticoïde retard en cristaux au-dessus d'une tige ou d'une vis d'ostéosynthèse postérieure. Donc c'est toujours un peu embêtant. Les calcifications, les calcifications liées à la cortisone, ça existe aussi, on en retrouve au niveau des ligaments jaunes, on en retrouve dans l'espace épidural. On sait qu'on préfère l'hydrocortensile, mais on voit quand même des dépôts calciques qui arrivent. Le problème vasculaire est un problème compliqué. Les PRP ne brillent pas dessus parce que PRP en intravasculaire, ça peut entraîner une thrombose. Mais c'est un problème de la cortisone. Ça, on en a beaucoup parlé au niveau rachidien cervical. On y reviendra tout à l'heure. Et puis les problèmes d'atrophie musculaire et de la paroi durale, qui ont fait de nombreuses infiltrations répétées sur certains sujets, bien, sans même abîmer réellement la paroi durale, vous pouvez créer des atrophies, des syndromes d'hypotension orthostatique et puis des atrophies musculaires là où on infiltre trop. Et puis le jeune âge du patient, parce que quand un patient a 25 ans, avec une hernie discale, ou bien quand il a une pathologie qui est embêtante, on peut discuter pour mettre des facteurs plaquettaires aujourd'hui et non pas de la cortisone au niveau de l'évaluation à long terme des médicaments pour éviter l'iatrogénie des corticoïdes. D'un autre côté, on sait que le débat sur les infiltrations de cortisone, c'est très vieux, c'est très ancien. La dernière grande mise au point française rhumatologique, c'était Sylvie Rosenberg qui l'avait faite en 2008. Elle avait déjà fait un gros article en 1994. Moi, à cette époque-là, je finissais mon clinical, j'avais été un peu déçu parce que la cortisone, c'était pas terrible comme efficacité, pourtant j'en faisais beaucoup. J'ai continué à en faire beaucoup, et puis en 2008, elle enfonçait le clou en montrant que c'est un effet antalgique à court terme, mais après, à long terme, ça évite pas la chirurgie, ensuite, c'est pas forcément très efficace, que les infiltrations intradiscales, c'est toujours discuté, que les infiltrations intradurales, pour les rhumatos, il ne faut pas en faire, alors qu'on continue à en faire dans certaines sténoses canalaires. Bref, la cortisone, c'est pas non plus parfait du tout. Donc les PRP se posent quand même, peuvent légitimement se poser comme champion, comme alternative tout à fait raisonnée à la cortisone dans de nombreux cas. À titre personnel, moi j'ai une expérience d'un peu plus de 20 000, au moins 20 000 infiltrations rachidiennes depuis 4 ans. J'ai commencé à en faire en 92 et je me suis installé en 94. J'ai eu une fois un accès microcristallin comme accident. On a cru que c'était une arthrite. Le patient a été opéré, c'était lié à l'altime. J'ai eu un sepsis chez un diabétique au niveau cervical. J'ai eu un sepsis parce que le patient avait une infection urinaire lors d'une infiltration articulaire lombaire. Une fois une embolie pulmonaire où on n'a pas bien compris le mécanisme après l'infiltration. Et avec les PRP, je n'ai pas eu de problème, sauf une fois une thrombose, mais superficielle, sur une ténotomie qui n'avait rien à voir avec le rachis. Donc les glucocorticoïdes, j'ai eu
peu de problèmes dans mon expérience générale. Je ne l'ai pas cité, mais j'ai eu une fois un vrai syndrome d'hypotension orthostatique sans blessure de la paroi durale, uniquement par un effet perméatif lors d'une première infiltration chez une infirmière, et qui a guéri évidemment avec un blood patch, mais j'ai déjà quand même eu ça. Alors les PRP rachidiens, pour vous donner un exemple, j'ai commencé à faire des PRP en 2016, et en 2019, je faisais 120 infiltrations du rachis sous scanner avec des PRP qui étaient un mélange d'IAP, d'infiltration articulaire, mais aussi épidurale et puis de disco-infiltration. Vous voyez qu'en 2021, de 120, j'en fais 180. Alors, tout en même temps, je fais beaucoup de ténotomie sous échoscopie, essentiellement, parfois sous scanner, et puis des procédures intra-articulaires. En fait, depuis que j'en fais, je n'en fais pas moins, j'en fais de plus en plus, et en fait, les indications, elles continuent à se poser. Donc, comment je l'ai fait? C'est de ça dont on va parler maintenant. Comme c'est une technique nouvelle, j'essaie d'être assez rigoureux pour qu'il y ait une validation médicale. Je travaille au Havre, qui soit au moins dans une validation départementale, et puis publique auprès des patients, pour que ce soit CLR, et c'est quelque chose qui est efficace et qui est médical, qui est sérieux. Donc on sélectionne les patients en fait en concertation avec des médecins du sport ou des rhumatos, et quand il n'y a pas de concertation, les gens, je les vois en consultation pré-thérapeutique pour vérifier que l'indication est bonne et pour leur expliquer ce qu'on va leur faire. On a mis un environnement qui est un environnement là aussi sérieux. Donc on a une salle propre faite pour ça, où on prélève le sang, et vous voyez tous les éléments nécessaires. Les gens sont correctement installés, doivent être confortables, la salle doit être propre, et puis on essaie toutes les techniques d'antidouleur avec un patch d'EMLA avant les gestes, et s'il y en a besoin, si c'est très douloureux, puis il y a du protoxyde d'azote, si les gens sont sensibles aussi, et puis parfois on peut faire des ponctions veineuses sous échoscopie si les gens sont difficiles à piquer. Les éléments les plus fondamentaux sont là, c'est la centrifugeuse d'Artrex et puis le compteur à plaquettes. La salle est propre et on respecte bien sûr la chaîne du sang. Donc le comptage plaquettaire, on l'a fait dès qu'on a pu le faire. On a demandé un appareil, on l'a acheté pour pouvoir faire ce comptage. Effectivement, ça nous permet d'éviter la prise de sang avant l'examen, puisque finalement, on va regarder combien il y a de plaquettes dans la centrifuge qu'on a obtenue, et on sait ce qu'on fait. Évidemment, il y aura une alarme si vous trouvez que 50 000 plaquettes après avoir une centrifugation, c'est qu'il y a un vrai problème avec une thrombopénie. Puis si au contraire, il y en a plus d'1,5 million, vous posez des questions. Alors l'idéal, c'est d'avoir 2 à 3 fois les concentrés plaquettaires. Ça, c'est un truc qui est bien établi maintenant par toutes les études, parce qu'au-dessus, ça peut avoir un effet adverse et ne pas du tout être favorable. Alors je dois reconnaître que je travaille avec cette centrifugeuse depuis maintenant de nombreuses années, et qu'elle est très robuste, parce que j'ai presque toujours un concentré plaquettaire qui est compris entre 500 000 et 800 000, 400 000 et 900 000 plaquettes pour tous les examens que je fais. Comment on le fait? Alors, il faut comprendre une chose, c'est que les facteurs plaquettaires, vous allez les obtenir dans une seringue avec un faible volume. Donc, il y en aura 3 à 6 cc par seringue, ce qui est largement suffisant pour injecter des articulaires postérieurs, on l'a vu tout à l'heure, mais qui parfois, ça peut poser problème dans d'autres articulations. La variabilité de la concentration, vous l'avez mesurée, vous l'avez contrôlée avec le compteur, donc vous êtes bien. Il faut éviter de les diluer, et il ne faut pas les mélanger, surtout pas avec de la lidocaïne, parce que c'est un effet inhibant. Le timing, c'est quand vous avez obtenu votre concentré plaquettaire, il faut l'injecter dans les 30 minutes, à partir du moment où vous utilisez du matériel frais. Moi, je ne congèle pas parce que ça complique toute la chaîne du froid. Donc, le patient est prélevé, puis il est injecté, et il y a une chaîne directe pour ne pas mélanger, évidemment, des prélèvements. Donc, une unité de lieu, de temps et d'étiquetage, c'est tout à fait souhaitable pour respecter cette chaîne. C'est ça que je vous conseille de mettre en œuvre si vous en faites souvent. Alors, les facteurs plaquettaires, les PRP, ils vont avoir un effet direct et qui va être retardé, mais attention, ils ne vont pas diffuser. Donc, c'est le vrai problème, puisque la cortisone et les cristaux de cortisone, quand vous en faites, si vous êtes à côté, les cristaux vont fondre en plusieurs semaines et vont être actifs, et être à côté ne va pas forcément empêcher une efficacité thérapeutique significative. Alors que les PRP, non, il faut être dedans. Donc c'est vraiment un souci, il faut injecter dans l'articulation. Et puis il faut aussi que
L'articulation, bon, elles sont rarement polykystiques, mais enfin, ça arrive parce que si elles sont diluées, ça marchera moins bien. Alors, faire attention à ne pas trop injecter pour ne pas rompre la cavité articulaire, mettre un peu de contraste avant pour vérifier qu'on est bien dedans, parce que sinon, ce n'est pas la peine, et vérifier évidemment qu'il n'y ait pas de fuite vasculaire. Enfin, vous le savez aussi, quand on fait des injections plaquettaires, on ne doit pas prendre d'anti-inflammatoire quelques jours avant, 5 à 8 jours, et après, surtout, le consensus 8 à 10 jours, parce que c'est un effet inhibant également sur les facteurs plaquettaires. Les techniques d'infiltration, bon, ben, on ne va pas les reprendre complètement. L'aiguille aussi fine que possible, des 20 gauges de mes débuts, maintenant on est passé aux 22 gauges pour le rachis. Et puis on peut même, quand les sujets sont minces ou au niveau cervical ou au niveau thoracique, moi j'utilise des 25 gauges qui peuvent atteindre 50 mm. Elles sont plus fines, elles sont un peu plus délicates à manipuler, mais elles sont quasi indolores, donc ce qui est très confortable. On met quand même de l'anesthésie au niveau de la peau ou des fascias musculaires, surtout s'ils sont douloureux. Mais après, il ne faut pas en mettre, évidemment, dans l'articulaire, vous l'avez bien compris. Les articulaires postérieurs, vous savez qu'il y a deux abords classiques. Les articulaires, elles ont toute une orientation d'ailleurs qui est un peu variable et elles se frontalisent en descendant vers le sacrum. Il y a la fameuse l'abord qui est latérale avec le fameux petit chien avec son œil, son cou et son oreille. Et on vise l'articulaire au niveau, pas trop là-haut parce qu'il y a un récissus qui est intéressant, mais il y a le ganglion radiculaire qui est là. Donc en plein milieu, on peut sans problème, en incidence oblique, aller piquer l'articulaire ici. La voie que les radiologues, nous, on fait plus souvent, c'est une voie du récissus inférieur. Je vous l'ai schématisé sur le scanner. On va plutôt piquer ici. Pourquoi? Parce que souvent, cette voie-là nous permet également de faire une épidurale dans le même temps, ce qu'on trouve plus simple. De même, quand vous êtes en trois quarts, il y a un peu plus de rayonnement diffusé que vous prenez, alors que si vous êtes en antéro-postérieur, il y aura un petit peu moins de rayonnement diffusé. Ici, l'exemple d'une articulation qui est déjà assez dégénérative, un début d'aile de papillon, qui était piqué au niveau du récissus inférieur et interne. Et là, on a bien la pacification de l'articulaire, on peut mettre des PRP. Et si on veut compléter le geste par une épidurale, on n'a pas besoin de repiquer le patient. On s'avance, on transfixie le ligament jaune et on est en épidurale. Cette voie-là qui est la voie que j'utilise le plus souvent. La voie de trois quarts, où on reconnaît l'image du petit chien, et quand on opacifie une articulaire, on a tout de suite du produit qui vient dans le récissus supérieur, sans que ça reste tout le temps en bas, ce qui prouve le bon résultat. Ici aussi, par une voie antéro-postérieure, l'opacification du récissus supérieur montre bien la bonne diffusion. Alors là, c'est le pendant radio ou scanner. Quand on pique en scanner, on a l'articulaire ici qu'on opacifie. C'est exactement la même chose que ce qu'on fait en radio, où là, vous avez deux articulaires avec une infiltration pure et correcte. Alors évidemment, ça c'est dans les cas d'articulation peu altérée. Chez les sujets qui vont vieillir, l'ostéophytose, le pincement, les constructions osseuses vont faire que les articulaires ne vont pas du tout être dans le même état. Et il sera autant là, on peut aborder trois quarts l'articulaire, autant vous comprenez bien que là, l'ostéophyte fait que ça va complètement bloquer, que ça ne marchera pas. C'est pour ça aussi qu'on préfère nos autres radiologues piquer parfois sous scanner chez les sujets âgés. Mais le pendant, c'est que les PRP dans des articulations complètement dégénératives et détruites, ils marchent aussi beaucoup moins bien. Donc, ce n'est pas non plus l'indication idéale. Un sujet à part, c'est la lyse ismique. Je voulais en parler parce que c'est un sujet intéressant, parce que les sujets sont souvent jeunes quand on les voit, ils sont douloureux, et la pathologie, la lombalgie dans la lyse ismique est toujours pas évidente, elle peut être multifactorielle. Ça peut être la classique hernie discale sous-jacente à la lyse, mais ça peut parfois être la pseudarthrose qui fait mal, ou bien au contraire les articulaires qui sont gonflés, voire le ligament ilio-lombaire qui fait mal parce qu'il y a l'étirement et la spondylolyse. Donc il est intéressant de bien analyser ce qui fait mal dans les lyses ismiques parce que, comme il s'agit de sujets jeunes, ce sont des sujets qui vont sans doute être opérés, mieux vaut laisser des PRP qui seraient relativement efficaces plutôt que de la cortisone avant une future arthrodèse avec du matériel. Enfin, en tout cas, c'est mon opinion. Donc, dans les lyses ismiques, il est de bon ton de faire non seulement un scanner, mais une IRM avec les séquences inflammatoires pour rechercher quelle est l'origine, pour essayer d'approcher l'origine de la douleur, si c'est une compression foraminale, si c'est une souffrance de la lyse elle-même, si c'est la hernie sous-jacente qui est à l'origine, pour essayer de dater le traitement. Et on peut proposer tout autant, si le disque n'est pas si abîmé que ça, une infiltration intradiscale, ce n'est pas notre propos tout de suite. L'infiltration de la lyse avec une communication dans l'articulaire, c'est un sujet intéressant et les PRP trouvent leur place dans cette indication.
À l'étage thoracique, les PRP, il y a beaucoup de dérangements, il y a aussi beaucoup d'arthrose. Donc il y a des dérangements fonctionnels qui font la fortune, enfin c'est le pain quotidien des ostéopathes. Et nous aussi, on peut mettre des PRP. Là, c'est un cas qui est un peu extrême parce que l'articulation était très abîmée, mais il n'y a pas de difficulté à aller mettre des facteurs plaquettaires dans l'articulaire ou dans l'articulation costo-transversaire pour soulager le patient. Ça marche bien, il y a peu d'effets secondaires et c'est une bonne efficacité. D'ailleurs, quand on est purement articulaire, au niveau de la charnière thoracolombaire, on a très souvent une infiltration épidurale dans le même temps, mais qui n'est pas du tout. Les PRP sont tout à fait tolérés dans l'espace épidural. Alors moi, ma technique, parce que je suis radiologue, parce que je travaille beaucoup au scanner et en IRM, c'est vrai que j'en fais beaucoup sous scanner, parce que j'ai plus maintenant l'accès facile au scanner qu'en radio et que je prends moins de rayons et le diffusé est plus faible. Et puis qu'on peut utiliser le contraste avec une petite bulle d'air, ce qui permet de ne pas diluer le produit. Donc, je fais souvent en salle de scanner, j'ai le prélèvement qui est juste à côté et j'installe les gens au scanner et je vais faire mes infiltrations de PRP sous scanner. Alors bon, il y a des contraintes qui sont un peu plus lourdes, mais on a des dosimètres opérationnels et comme au bloc opératoire, les conditions d'asepsie sont fortes, on est très bien protégé et l'irradiation pour le radiologue est bien moindre et celle du patient maintenant en scopie scanner est également moindre que sous radioscopie, contrairement aux légendes tenaces. Maintenant, on irradie moins en scanner, en scanoscopie. Donc là, je vais aller vite dessus parce que ça peut moins vous intéresser, mais on fait les infiltrations intra-articulaires en cathétérisant bien l'articulaire et on vérifie avec le produit de contraste qu'on est bien dedans. C'est tout à fait intéressant quand il y a du matériel parce que c'est propre et on va pouvoir aborder la région immédiatement qui décompense au-dessus d'une arthrodèse, c'est fréquemment le cas, et on pourra faire un travail propre et soigneux. Donc c'est assez précis, assez rigoureux. Parfois, on peut, sous scanner, au lieu d'utiliser un contraste, si le sujet est allergique ou si on ne veut pas diluer le produit, on peut utiliser un contraste aérique. Vous savez que dans les disques dégénératifs, il y a de l'air dans les nucléus. Ben, vous apercevez que vous, quand vous êtes dans l'articulaire, vous pouvez mettre une goutte d'air et puis ça va mouler l'articulation, les diverticules et l'articulaire. Et comme ça, on n'aura pas dilué les PRP pour mettre le demi-millilitre. Là, il est un peu gonflé, je peux mettre carrément 1 millilitre et je n'ai pas besoin de mettre de produit de contraste. Ça ne sera pas dilué. Alors, chez les sujets âgés, ben, c'est comme tout à l'heure, comme je vous l'ai dit, le geste est beaucoup plus discutable parce qu'il faut se méfier. Les articulaires postérieurs peuvent être en train de s'ankyloser. Dans ce cas, ce n'est pas la peine de mettre quoi que ce soit parce que l'ankylose fait que les PRP n'agiront absolument pas. Et puis, quand elles sont en train de s'ankyloser, il y a aussi parfois des fuites vasculaires que vous pouvez voir ici qui vont. Ben, ce n'est pas la peine de mettre des PRP là parce que vous risquez de thromboser ce petit vaisseau. Donc, c'est à faire avec discernement. Et les articulaires très abîmés sont à bien réfléchir. Donc, il faut vraiment trier les patients pour faire des PRP. L'infiltration du ligament iliotransverse ou iliolombaire dont je vous ai parlé tout à l'heure, je l'ai montré en IRM, on le voit ici souvent, ici, là. C'est un ligament qui est souvent douloureux, hein. On confond la sacroiliaque et le ligament, et c'est un ligament qui peut facilement être infiltré avec des PRP sans difficulté. De même que le ligament jaune s'infiltre quand on fait une voie épidurale. Pour le rachis cervical, bon, c'est un peu plus discutable en France parce qu'il y a eu toute la querelle et les dangers liés à la cortisone, ce qui fait que maintenant on a le droit de mettre que de la dexaméthasone dans les articulaires. Mais si elles ne sont pas trop abîmées, eh bien, c'est une très bonne indication à mettre des PRP dans les syndromes facétaires qui sont assez fréquents. Et on peut les faire sous scanner par voie postérieure, par voie latérale, par voie antérieure et latérale, parce qu'on sous scanner, c'est facile de distinguer les vaisseaux. Par contre, évidemment, sous scanner, sous radio, c'est trop compliqué, c'est trop difficile à faire de façon fréquente. J'en faisais beaucoup avant. Maintenant, c'est beaucoup plus confortable sous scanner et c'est moins douloureux pour les patients, surtout avec des aiguilles fines. On peut y coupler l'infiltration épidurale. C'est un sujet qui est quand même plus complexe et qui est plus discutable au niveau cervical. Il faut avoir bien l'habitude. Et le risque avec les PRP, c'est vous allez augmenter le risque thrombotique si jamais vous êtes dans une petite artère. Donc il faut être très très soigneux dessus. La charnière cervico-occipitale, je serai rapide dessus aussi parce que en fait, ce sont des sujets très âgés avec des arthropathies souvent microcristallines. Et la douleur est très inflammatoire et il vaut mieux mettre des glucocorticoïdes parce que les PRP vont agir lentement et si c'est des sujets très âgés, ils ne verront pas le bénéfice forcément très rapidement alors qu'ils sont très douloureux avec une ornoldagie très sévère. Le hiatus, j'en parle pas, c'est un sujet également compliqué. Alors,
Pour les infiltrations articulaires postérieures, la question c'est comment on fait? Est-ce qu'on en fait une? Est-ce qu'on en fait deux? Est-ce qu'on en fait trois? Parce que dans les études, c'était très variable aussi. Si on fait un raisonnement analogique avec le genou, aujourd'hui, les tendances actuelles, c'était de dire que dans le genou, souvent, les échecs des PRP sur des chondropathies ou des lésions qui sont de grade intermédiaire, ça n'a pas trop évolué pour avoir des chances d'être efficace, c'est que quand ça ne marche pas, c'est que souvent c'était dilué. Donc il faut se méfier avec la dilution. Donc souvent, on conseille de faire deux infiltrations à 2-3 semaines d'intervalle. Au début, c'était 10 jours. Maintenant, on a rallongé un peu la durée. Et c'est ce qui semble se dégager. Mais là aussi, c'est pas gravé dans du marbre, c'est pas encore exact, et c'est simplement une tendance. Donc les IAP au niveau du rachis, moi je conseille d'en faire deux séries entre 2 et 4 semaines d'intervalle pour compléter être plus sûr d'être bien efficace. L'alternative, c'est parfois si les articulaires postérieurs sont très très congestives. Alors là, vous allez me dire, c'est un peu paradoxal. Ben, si les gens sont très douloureux avec un syndrome facétaire pur, ben, c'est parfois de refroidir l'articulaire et puis d'entretenir pour que ça ne recommence pas par des PRP plus tard. Alors qu'est-ce que je dis quand on parle d'inflammation? C'est en IRM, hein, vous savez, c'est le STIR, ce qu'on appelle la séquence inflammatoire. Quand vous avez une articulaire comme ça qui est gonflée avec du liquide, quand l'os est tout blanc dessus, en remontant vers la lame, dessous, en allant comme ça, c'est vraiment, ça c'est rouge chaud, c'est extrêmement douloureux. En scintigraphie, ça chaufferait effectivement énormément. Donc dans ces cas-là, il faut faire au moins 2 PRP, ou parfois dans certains cas, bon, on discute et on dit je vais d'abord la refroidir cette articulaire une fois par de la cortisone, et puis 6 semaines après, je ferai 2 PRP pour l'entretenir si elle n'est pas trop altérée. Là, ce qui était le cas, il était déjà pas mal abîmé, mais il restait encore un peu de cortisone. C'est une discussion qu'on peut avoir parce qu'on l'a maintenant dans certains genoux. On refroidit le genou et après on fait des PRP. Voilà. Alors, si on veut résumer, l'infiltration par PRP intra-articulaire, c'est le step, c'est la première marche, c'est la première étape. En fait, je dis step, c'est la première marche ou l'étape d'une thérapie cellulaire et régénérative parce que c'est pas fini. Et comme le disait un rhumatologue de mes relations, c'est vraiment c'est intéressant d'être là-dessus parce que on va continuer. On est vraiment à l'aube d'une thérapeutiques cellulaires qui vont augmenter, vont s'élargir au point de vue indication de façon très importante dans les années à venir. Et c'est bien d'avoir déjà, de manipuler, d'avoir une connaissance des PRP. Je pense que c'est une ouverture d'esprit qui me semble tout à fait intéressante. Alors, pour les infiltrations intra-articulaires, la bonne indication, c'est le préalable, c'est est-ce que c'est vraiment un syndrome facétaire? Parce qu'effectivement, c'est complexe. Je vous rappelle l'étude dont je vous ai parlé de notre ami chinois qui faisait une infiltration d'anesthésique pour vérifier que était bien sûr que c'est ça qui était douloureux. En tous les cas, si on est devant un syndrome facétaire avec une suspicion de syndrome facétaire clinique assez fort, on peut préférer les PRP aujourd'hui si le sujet est jeune, si le sujet est diabétique, si le sujet a été opéré ou si le sujet est multi-infiltré. Et on lui propose 2 infiltrations à 3 semaines d'intervalle. Actuellement, c'est mon attitude. Un mot pour comprendre qu'une partie des progrès ou une partie des connaissances au rachis des PRP, c'est pas beaucoup les articulaires postérieurs, bien que ce soit un sujet qui soit vaste, mais c'est beaucoup le disque, parce que le disque est un milieu fermé dans lequel on laisse les PRP. Je vous montre des discographies que j'avais faites il y a maintenant une vingtaine d'années, avec des disques pas tellement lésés d'ailleurs. Il y avait vraiment un problème diagnostique ce jour-là, avec une déchirure discale qui était évidente ici et annulaire. Et vous savez qu'on s'est aperçu grâce à Modic, ça fait déjà pas mal de temps, en 1988, qui avait montré quand même les changements en IRM des disques lors des affaissements de la pathologie dégénérative discale. Il peut y avoir des phénomènes inflammatoires tout à fait significatifs qu'on visualisait en IRM et qu'on ne visualisait pas au scanner, avec une inflammation sous-chondrale, ce qui était le Modic 1 inflammatoire, qui parfois se transformait dans le temps en Modic 2 graisseux, c'est-à-dire que ça avait été enflammé, puis après ça ne l'était plus, puis en Modic 3 quand c'était scléreux, quand il y avait de l'os qui se reconstruisait après l'histoire inflammatoire. Et ça avait été très très important, et c'est toujours très important, parce que ça guide beaucoup les chirurgiens et les cliniciens dans les indications opératoires sur la chirurgie discale.
Je ne parle pas de l'hernie, je parle des lombalgies avec syndrome discal. Et on s'est aperçu que l'infiltration intradiscale des stéroïdes transformait le modique, qui s'appelle le modique inflammatoire. Il disparaissait parfois assez rapidement. Et ça avait redonné des lettres de noblesse à la discographie, à la disco-infiltration, qu'on ne faisait plus beaucoup depuis qu'il n'y avait plus de papaïne. Eh bien, évidemment, les thérapeutiques régénératives, on a tout de suite pensé qu'il fallait faire de l'intradiscal en PRP. Parce que quand on regarde la composition d'un disque, on s'aperçoit qu'il est tout à fait pertinent de proposer, lors de la dégradation d'un disque, des produits comme les corticoïdes, c'est anti-inflammatoire, mais les biphosphonates peuvent être très efficaces à cause de ce remodelage osseux sous-chondral, les anti-TNF-alpha aussi, et puis également les PRP. Donc il a été rapidement effectué des infiltrations intradiscales de PRP, et j'en fais à titre personnel encore quelques-uns, enfin pas mal, je les fais plutôt sous scanner, c'est plus simple pour moi de les faire parce que je suis bien sûr d'être dedans et c'est moins irradiant, je vous l'ai dit. Et puis on s'est aperçu que ça pouvait bien marcher. Et on en a fait beaucoup. Puis en faisant beaucoup, on a quand même regardé si ça marchait très bien et si ça durait longtemps. Et là, vous voyez cette étude qui est récente, de 2021, vous voyez ici, que sur 37 études, on s'aperçoit que ça marche bien dans les discopédies. Par contre, on n'est pas sûr que ça dure suffisamment longtemps. C'est-à-dire 6 mois, oui, ça marche, mais 1 an après, 1 an et demi, 2 ans, on ne sait pas. Alors on a mis avec les PRP, on a dit qu'on allait mettre des cellules souches. Donc on fait également maintenant des études avec des cellules souches. Et là aussi, pour l'instant, les études ne sont pas encore tout à fait aussi brillantes qu'on l'attend. Et on s'est demandé pourquoi et on s'est aperçu, grâce à la biologie moléculaire, enfin maintenant la nanoparticules, que finalement il y a des éléments, des petits facteurs qui s'appellent les exosomes, qui sont produits par les cellules souches et qui sont les messagers qui envoient aux autres cellules les éléments intéressants pour se régénérer ou récupérer. Et maintenant, aujourd'hui, comment dirais-je, le futur proche, c'est le traitement, ce sera par les exosomes. Et les exosomes, ce sont ces messagers qui vont aller indiquer aux cellules réceptrices comment guérir ou se régénérer. Ce sont des travaux chinois, ce qui fait que maintenant, aujourd'hui, on va utiliser des PRP, oui, des cellules souches, ce sont les mesenchymal stem cells, et puis les vésicules extracellulaires s'appellent les exosomes, mais qu'on voit maintenant, ce sont des nanoparticules. Et le traitement finira peut-être que par des nanoparticules, mais qu'on obtiendra, j'espère que c'est intéressant, à partir des PRP. Donc, dans le futur proche, on fera des biopsies de tissus graisseux ou des biopsies ostéomédulaires pour obtenir des cellules souches qu'on met en culture ou qu'on ne met pas en culture, qu'on réinjecte directement avec des PRP, en orientant les PRP pour que les messagers, les exosomes, soient les plus efficaces possibles dans le milieu intéressant. Et ça concernera le disque, oui, mais aussi les tendons et également les articulations. Et là, je vous donne les dernières publications, oui, 2022. Alors, les journaux changent, maintenant c'est de la nanobiotechnologie, on n'en est plus de la biologie, on est de la nanobiotechnologie. Et vous voyez que maintenant, on utilise des exosomes sur des modèles chez le rat, qui sont dérivés du PRP qu'on a pris. On le stabilise dans des gels pour qu'il reste plus longtemps efficace et on injecte dans des articulations qu'on a endommagées auparavant par des lésions ligamentaires et on s'aperçoit qu'ils permettent une reconstruction du cartilage comme on l'espère immédiatement. Donc en fait, aujourd'hui, notre PRP était quelque chose d'un petit peu brut, de pas encore bien dégrossi, mais c'est vraiment le futur d'une thérapeutique de la nanobiologie à venir. Voilà, écoutez, je vous remercie pour votre attention et puis je suis à l'écoute de vos questions concernant l'aspect pratique des infiltrations intra-articulaires par des grossiers, des bêtes PRP aujourd'hui. Je vous remercie. Merci beaucoup, Dr Bondil, pour votre présentation. On a une première question par le Dr Kobacho. Donc, est-ce que vous faites des injections de PRP sous échographie? Alors, sous échographie, j'en fais beaucoup, mais pas dans le rachis.
J'en fais beaucoup pour tous les tendons et pour beaucoup d'articulations. Pas dans le rachis, parce que le problème, c'est qu'il faut que je sois absolument sûr de la diffusion pour une infiltration intra-articulaire. Et je sais à peu près, chez un sujet jeune, où va se trouver je sais à peu près où va se trouver mon aiguille, mais le problème, c'est que la diffusion, je ne sais pas si ça va diffuser bien dans l'articulaire. Donc, autant on peut on admet facilement sous échoscopie de mettre un peu de cortisone dans le récessus inférieur d'une articulaire ou dans le récessus latéral, ça va diffuser. Autant pour des PRP, je crains, à titre personnel, que vous ne soyez pas sûr d'être dedans et donc l'efficacité sera discutable. Merci. Moi, j'avais une question également. Est-ce que vous avez un protocole post-injection, qui est un protocole de rééducation post-injection préétabli? Alors, non, pour les articulaires postérieurs, c'est très simple, hein, puisqu'on demande aux gens d'être au repos pendant 2 jours, correctement hydratés. Il ne faut pas prendre d'anti-inflammatoires pendant 8 à 10 jours, ça c'est certain. Et bon, on va les réinjecter ensuite. On leur demande de ne pas faire d'efforts importants pendant une semaine. Et puis ensuite, ils sont arrivés tranquillement. Après, on refait la deuxième injection. Et on demande également de comprendre que les résultats ne doivent pas être attendus avant plusieurs semaines. C'est surtout ça qui est le plus important. Ce n'est pas une rééducation sur un syndrome facétaire. Un syndrome facétaire, la rééducation est quand même assez simple. C'est surtout de ne pas s'attendre à un résultat évident tout de suite, mais un résultat plus durable. Et c'est ça qui est important. Pas de gros efforts, pas d'anti-inflammatoires. Ok, merci. Et en termes de douleur lors de l'injection, est-ce que vous avez des trucs et astuces à nous donner concernant la douleur lors de l'injection? Pardon, je n'ai pas bien entendu, si vous pouvez me... Oui. Alors, pour les injections de PRP dans le syndrome des facettes articulaires, est-ce que vous avez des trucs et astuces, des conseils à nous donner en termes de gestion de douleur? Oui, alors c'est très bien, globalement, c'est très facile et très bien toléré. En plus, comme vous mettez une faible pression, la douleur lors de l'injection va être modeste aussi. Moi, je n'hésite pas, je continue, je vous dis, je mets une anesthésie locale, j'utilise des aiguilles aussi fines que possible parce que les patients ont moins mal et ils apprécient beaucoup. Et je vais mettre une anesthésie au niveau de la peau et surtout du fascia musculaire. Quand les gens sont douloureux longtemps, les fascias sont tendus et douloureux. Et puis ensuite, vous ne mettez pas d'anesthésique de lidocaïne à l'intérieur de l'articulaire. Donc ça, vous faites attention, vous mettez juste votre contraste. Et ensuite, vous injectez. Et la tolérance est excellente. Hein. C'est pas un geste, ça n'a rien à voir avec une ténotomie d'un tendon d'Achille ou d'une épaule, par exemple. Ce sera beaucoup, beaucoup plus tolérable. D'accord. Et du coup, on avait justement une autre question concernant la douleur lors de l'injection. C'est du docteur Chalini. Donc, est-ce que l'infiltration de PRP réveille des douleurs et durant combien de temps? Alors, elles sont plutôt mieux tolérées que la cortisone, ou parfois il y a des réactions à microcristaux, ou bien la quantité que vous avez mise étant plus forte. Donc, la tolérance du syndrome facétaire, mais c'est pareil pour les épidurales, parce que je fais aussi des épidurales et des ligaments jaunes également, quand il y a une zone douloureuse et qui est tendue comme ça. Et bien, quand la tolérance au PRP est bien meilleure, enfin, plutôt plus facile que la cortisone. Il n'y a pas de patients qui disent j'ai souffert après, il y a une tension très forte, etc. Non, c'est plutôt très simple. D'accord, merci. On a une question. Donc, il y a un médecin qui est en train de rédiger une question. Donc, on va attendre que la question s'affiche. Oui. Alors, le balisage a l'air vide, évite la dilution, mais ne risque-t-il pas le passage extra-articulaire par éclatement de la capsule? Non, parce que c'est... Alors, le truc, on va parler de truc. Quand on fait, par rapport à une infiltration habituelle d'articulaire, le radiologue, enfin la petite panoplie du rhumato, du radiologue ou du médecin, c'est de mettre une seringue de 10 avec un peu de xylo, une seringue de 5 avec un peu de contraste, et puis une seringue de 5 avec de l'hydrocortencyle qui est tout blanc, comme ça on distingue bien, on ne se trompe pas de seringue. Quand on va mettre des PRP, il faut prendre une seringue de 2 cc, seulement 2 cc, parce qu'on aura toujours tendance à en mettre trop. Et donc, il faut prendre des petites seringues, mettre un tout petit peu, c'est difficile à faire parce qu'on est content d'être dans l'articulaire, on a toujours tendance à mettre trop de produits de contraste ou trop de PRP. Il faut mettre un tout petit peu de produits de contraste et un tout petit peu de PRP, et comme ça, on ne va pas éclater la capsule. Il faut éviter d'éclater la capsule parce que sinon, il n'y aura pas d'effet sur l'articulaire elle-même, on est bien d'accord. Donc tout le secret, c'est pour ça que j'ai insisté sur l'article
l'article de Hu là, qui disait bien qu'il mettait 0,5 cc. 0,5 cc, c'est une petite quantité, hein, c'est difficile de ne mettre que 0,5 cc. Il faut vraiment mettre très peu. Mais il faut en mettre, mais très peu. Donc il faut apprendre cette technique-là. Donc prenez des petites aiguilles, des toutes petites aiguilles, et vous en mettrez peu, et ça marchera bien. Pour avoir le balisage à l'air, je mets une bulle d'air. Hein. C'est pas une grosse quantité, c'est une bulle d'air. Et la petite bulle d'air, bah, vous le voyez en scanner, vous le voyez en radio, vous ne le verrez pas. En scanner, vous le voyez évidemment. Merci. Donc, on a une autre question qui est en cours de rédaction. Mais j'insiste bien sur le fait que les PRP en intrafacétaire, c'est une arme, mais elle ne va pas s'appliquer à tous les patients, c'est évident. Les articulaires très abîmés des gens âgés, ça ne va pas bien répondre, ça ne va pas répondre tout de suite, donc c'est difficile. C'est vraiment, il faut essayer de bien trier les patients pour avoir des bons résultats, ce qui fait qu'en ayant des bons résultats, les gens sont demandeurs de PRP. Moi, il m'arrive aussi de faire beaucoup de PRP dans le rachis à des patients que j'ai traités pour des tendons et qui ont trouvé que ça marchait bien et donc ils sont demandeurs de produits de ce type dans le rachis. Voilà. Mais il faut essayer de sélectionner au début en étant très rigoureux les patients pour que ça marche bien. De même, dans les disques, c'est pareil. Les sujets jeunes, les intradiscales au PRP, c'est une très bonne indication, mais il faut bien sélectionner les patients. Et en termes de résultats attendus, justement, puisque vous disiez qu'il fallait bien sélectionner les patients, les résultats, l'amélioration de la fonction articulaire et également des douleurs, à quel moment post-injection faut-il s'attendre à l'amélioration de ces résultats? Alors là, je répète bien, ça va être moins spectaculaire initialement que de la cortisone. C'est-à-dire que les gens, le mois suivant, ils sentiront toujours des choses. Par exemple, ils étaient lombalgiques et avec un syndrome facétaire, c'est-à-dire que le dérouillage matinal va être progressivement, mais par contre, ça va durer plus longtemps. Et ça, c'est vraiment la chose essentielle à expliquer. Et les patients le comprennent très bien. Mais si on ne leur explique pas, ils sont déçus au départ, ils ne comprennent pas. Et parfois, vous avez des patients, quand on a staffé avec le médecin, qu'on évalue nos résultats, les gens disent « Ah, bah, écoutez, c'est pas terrible, j'ai toujours mal. » Alors le médecin me dit « Faut-il le revoir, faut-il ?» Et puis le temps que vous le revoyez, 2 mois après, il dit ah, ben, finalement, j'ai moins mal, je suis mieux. Voilà. Alors oui, j'ai vu la question. Est-ce que la chondrocalcinose articulaire, c'est une indication, c'est pas une bonne indication. Je suis parfaitement d'accord avec le docteur Kobachot parce que il peut y avoir des réactions synoviales qui sont pas bonnes et pas très faciles à ce sujet-là. Alors la chondrocalcinose, c'est compliqué dans les articulaires postérieurs parce que les signes, on n'est pas toujours certain. Ce sont des articulations qui sont abîmées avec des géodes, parfois des calcifications qui sont difficiles. Et si on a un doute, si on pense qu'il y a une chondrocalcinose, c'est pas la bonne indication des PRP dessus. Pourquoi? Parce que les PRP, on le sait, dans les bourses, ça marche pas très bien. Et dans les gros synovites, ça va augmenter la synovite et donc pas bien la réaction. Donc c'est bien dans l'arthrose, c'est pas une indication idéale du tout dans la chondrocalcinose. Donc si on pense qu'il y a chondrocalcinose, mieux vaut éviter les PRP. Moi, c'est mon sentiment aujourd'hui. Donc je suis d'accord avec. C'est une mauvaise indication. Je ne sais pas si c'est une contre-indication, mais c'est une mauvaise indication en tous les cas. Ça, c'est pas l'indication pertinente pour commencer à faire des PRP en espérant soulager les patients. Et ça, oui, j'en parle bien aussi pour les genoux, avec des réactions curieuses et bizarres dessus. Donc, faire attention à ça. On va passer à la dernière question qui est en train d'être rédigée. Alors, je trouve que le traitement des articulations très arthrosiques peut être très bénéfique. Oui, je le pense aussi, à condition d'être bien dedans. Donc, faut pouvoir avoir une bonne visée dessus. À condition d'en faire parfois quand même plusieurs. Et après, vous avez des patients qui sont quasiment fidélisés parce que ça marche bien. Mais alors là aussi, c'est pas évident du tout parce que quand on regarde les modèles statistiques, notamment pour le genou, parce que c'est le genou à chaque fois que l'articulation est témoin de tout, on sait que les PRP sont d'autant plus efficaces que les lésions cartilagineuses sont faibles. Vous connaissez toutes les classifications et les grades, et tout le monde a démontré ça. N'empêche que si on fait beaucoup, je vois comme le docteur Maratos qui fait pas mal de PRP, parce que je la connais de nom, et moi j'en fais beaucoup aussi, il est vrai que il m'arrive de faire des PRP à des patients à qui plus personne veut
personne ne veut plus rien leur faire, sur des omarthroses très sévères, sur des coxarthroses très sévères, sur des lésions du médiotars très sévères. Et donc, on peut les appliquer également au rachis, il n'y a pas de raison sur le plan analogique, avec des résultats parfois tout à fait spectaculaires où les gens vous disent « je vais beaucoup mieux grâce à l'infiltration ». Est-ce que c'est l'effet placebo, puisqu'on sait qu'on ne va pas reconstruire du cartilage? On n'est pas très bon sur la synovite. Est-ce que c'est l'effet anticongestif qui est bien? En tous les cas, il y a des patients qui sont extrêmement contents de cela et qui reviennent d'ailleurs spontanément pour d'autres infiltrations par PRP du rachis régulièrement. Donc, et moi, chez les jeunes, je vois le petit mot du docteur Maratos. Moi, je l'ai fait en intra-articulaire, je l'ai fait dans le ligament jaune, j'ai fait en péridural. Aujourd'hui, j'ai souvent des sujets, par exemple, j'ai des jeunes femmes avec des hernies discales à 25 ans. Moi, je commence par je fais une articulaire, un ligament jaune et une épidurale au PRP en première intention. Et je regarde si ça marche ou pas. Et il y a des fois où je suis bien content parce que ça me gêne d'aller mettre beaucoup de cortisone chez un sujet très jeune. Et on voit des hernies discales chez des sujets très jeunes. De même, je fais des disco-infiltrations au PRP chez les sujets jeunes. Et maintenant, les chirurgiens du rachis, j'ai des correspondants qui sont tout à fait d'accord pour mettre des PRP dans les discos avant des discussions d'arthrodèse qui vont être assez lourdes et difficiles. Moi, le PRP en péricapsulaire, j'y suis moins... J'ai du mal à comprendre comment ça marche et je me méfie. De même, je me méfie dans les bourses, c'est-à-dire c'est les facteurs limitants mes infiltrations que je fais dans les épaules, puisque je les fais en intratendineux dans les clivages, et j'essaie de ne pas en mettre dans les bourses parce que ça aurait un effet stimulant de synovite et de gonflement de la bourse. Et ça, c'est mon opinion. Ah oui, alors le traitement du rameau dorsal dont vous parlez, c'est tout à fait intéressant dessus. Alors là, c'est encore un autre sujet, à savoir, est-ce que les PRP sont pertinents dans les syndromes canalaires pour les nerfs ou bien pour les inflammations nerveuses? Ça, c'est un sujet difficile que je ne maîtrise pas bien encore parce que j'avais été un peu inhibé parce qu'il y avait eu dans les études, il y avait eu une des démonstrations comme quoi les PRP avaient un effet agoniste, mais aussi un effet antagoniste dans les blessures nerveuses. Et ce n'était pas très bon pour les axones. Je l'avais déjà montré lors de certains cours précédents que j'avais fait, et je ne vous ai pas montré la diapo. Donc, je suis toujours un peu gêné. Je me dis, je ne dois pas mettre du tout de PRP en intradural parce que je ne suis pas sûr que ce soit bon pour les gaines, les axones. Donc, fais attention. Je ne suis pas sûr que ce soit bon sur les nerfs. Je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire si il faut ou pas. Je n'ai pas assez d'expérience dessus sur le traitement du rameau dorsal dont parle le docteur Maratos. Si elle a une expérience, je l'écoute bien volontiers, mais moi, pour l'instant, j'en ai pas à ce sujet. Par contre, j'insiste sur l'histoire du ligament ilio-lombaire ou transverso-iliaque, là, c'est-à-dire des douleurs de fesses. Et il ne faut pas hésiter, que ce soit de la cortisone chez les sujets plus âgés, quand les gens ont une douleur de fesses qui ne correspond pas à un syndrome facétaire, quand vous remplissez l'articulaire, il ne faut pas hésiter à aller infiltrer ce ligament parce qu'il y a des résultats tout à fait intéressants avec la cortisone et surtout également avec les PRP sur les douleurs de ce ligament qu'on ne connaissait pas bien, qu'on n'apprend pas bien en imagerie, en tout cas parce qu'on n'a pas grand-chose à voir dessus. Alors, je lis le mot comme les autres participants, les canaux carpiens en périneural. Écoutez, donc c'est à suivre et à continuer. Mais les facteurs plaquettaires, les PRP, comme vous le savez, on les utilise de plus en plus. Actuellement, on utilise énormément, les Australiens les utilisent dans les fissures anales, les urologues l'utilisent de plus en plus pour tous les dysfonctionnements sphinctériens maintenant. Ils estiment que ça accélère la cicatrisation, que ça améliore le tonus. Donc, en périneural, pourquoi pas, mais pour l'instant, moi, je n'ai pas assez d'expérience dessus aujourd'hui. Écoutez, merci beaucoup pour vos réponses et également pour votre présentation. Merci aux participants de s'être connectés au webinaire. Un dernier mot pour conclure cet événement. Donc, nous organisons des sessions pratiques à Lyon concernant justement les injections du PRP dans les facettes articulaires et également en intradiscal. Donc, si vous êtes intéressé par la participation à cet événement, à cette formation à Lyon, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse suivante, donc medicaleducation@artrex.fr. Ce cours est animé par le docteur Bondeville
Et bien évidemment, le webinaire sera en replay sur la plateforme YouTube Artrex France. On va vous envoyer le lien d'ici peu. Merci à vous pour votre participation et je vous souhaite encore une excellente soirée. Merci. Merci.